Bonsoir tout le monde. Donc normalement, je ne vais pas vous dire trop de bêtises au vu du résultat d'avant. Donc je vais parler de l'art de maîtriser l'imprévisible pour les solutions IAGEN. Je vous parle d'art et pas de science. Pourtant, on est, je pense, à peu près tous des développeurs et on fait à peu près tous quelque chose d'assez scientifique. On est sur un nouveau domaine qui commence à peine à avoir des bonnes pratiques et vraiment une structure. Et l'art, c'est aussi lié au sentiment. Et donc, pour l'anecdote, j'ai fait une démo avec un client il y a quelques semaines, où le résultat de la démo, ça a été de dire le feeling n'est pas bon. Alors vous êtes content, vous rentrez chez vous et vous dites bah, c'est pas un bug, mon code fonctionne, mais le feeling n'est pas bon. Et donc on est vraiment sur quelque chose d'assez artistique. Qu'allez-vous obtenir de cette présentation? Donc ce que vous n'allez pas obtenir, c'est des réponses, je pense. Je vais pas vous apprendre à implémenter directement quelque chose, vous dire qu'est-ce qui est bien ou pas bien. Donc désolé, partez pas tout de suite. Mais ce que vous allez obtenir normalement, c'est le bonsoir tout le monde. Donc normalement, je vais pas les bonnes questions à se poser pour faire une solution et du moins les directions vers lesquelles aller selon ce que vous voulez faire. Donc, qui je suis? Raphaël, je suis architecte solution chez Orange Business en IA générative et accessoirement en dernière année d'alternance à Polytech. Donc, l'amphi dans lequel vous êtes, pour moi, ça rime avec examen, avec souffrance et mathématiques. Mais aujourd'hui, on va parler IA. Donc, pourquoi est-ce qu'on a besoin de maîtriser cet imprévisible? Parce que l'IA, on essaie d'en mettre partout maintenant. C'est le marteau doré, c'est le joujou magique. On va en mettre partout. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? À voir, libre à vous de décider. Mais on va aussi la mettre de plus en plus dans des systèmes complexes, des systèmes qui demandent de la rigueur, des systèmes qui demandent qu'on vérifie les choses. Et on ne sait pas encore tout le temps le faire. Donc c'est important de savoir le maîtriser. Pas mal d'étudiants de dev, je suppose que vous avez déjà essayé de... Non. Si, je crois. Si, c'est bon. Je disais, vous avez sûrement essayé de générer du JSON avec un LLM parce qu'on essaie tous de... C'est un syndrome du développeur, on veut connecter tout ensemble et le JSON c'est pratique. C'est un enfer. Et donc ça fait partie de ces problèmes imprévisibles parce qu'on a du mal à le connecter avec d'autres systèmes. Et puis on met du code d'habitude qu'on teste et là on décide tout d'un coup de mettre une brique qu'on a du mal à tester, qu'on a du mal à utiliser et pourtant on veut la mettre partout. Un LLM, c'est une boîte noire, donc je ne vais pas rentrer dans les détails de qu'est-ce que c'est au niveau de l'architecture, c'est des multiplications, des additions. Pour l'instant, on va considérer que c'est une boîte noire magique. Et c'est par design, mais c'est imprévisible. Il y a des tas de chercheurs qui travaillent sur essayer d'expliquer comment avoir une meilleure compréhension de ce qui se passe. C'est l'explicabilité, savoir pourquoi une décision a été prise. Et ça a pas mal d'implications, notamment sur le légal, la médecine, tous les algorithmes de tri. Et on a aussi d'autres chercheurs qui essaient de faire de l'IA hybride. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est globalement essayer de mélanger l'IA statistique, donc les LLM, avec de l'IA symbolique, où on donne des règles. Donc c'est pouvoir expliquer quand on ne vous offre pas un prêt à la banque, savoir vous dire précisément pourquoi vous n'avez pas votre prêt. Et selon les critères, ça peut être plus ou moins embêtant. Si c'est parce que vous n'avez juste pas assez de sous, très bien. Si on vous dit c'est parce que vous êtes une femme ou un homme et donc on vous discrimine, problème. Ces LLM, on va leur donner de plus en plus de responsabilités parce qu'on les met dans nos systèmes. Et donc c'est mathématique, on a nos responsabilités, si on les donne, on les a plus. On les donne, est-ce qu'on est sûr que ça va être bien fait? Et finalement, on retombe sur le problème de la délégation. Vous avez sûrement déjà demandé à quelqu'un d'autre de faire un bout de votre travail. C'est galère de déléguer parce qu'on ne sait pas le résultat qu'on va avoir de la personne, on ne peut pas contrôler, sinon on le fait nous-mêmes. Et donc là, c'est un petit peu le même problème. On délègue au LLM une tâche, sans avoir de garantie que ça va être bien fait. Donc, je vais essayer de vous proposer 3 façons dont les humains ont décidé de partager un peu les responsabilités. La première, c'est les outils. On a fait un marteau pour taper sur des trucs, le plus souvent des clous, et on a fait un tournevis pour visser des vis. On a séparé la responsabilité, on les utilise pour des choses différentes. On reste au contrôle de ce qu'on veut en faire, y compris mal les utiliser. Mais en tout cas, voilà, ils font une seule chose, ils le font bien et on peut les utiliser. La version un peu augmentée de ça, c'est une usine. On a mis à la chaîne plein d'outils en s'assurant qu'à chaque fois, chaque outil faisait bien son taf. Et à la fin, on espère avoir un bon résultat et on mesure tout du long. Donc, une entreprise qui fait des voitures va avoir une chaîne d'approvisionnement pour ses moteurs et elle va décider qu'elle fait confiance à cette chaîne d'approvisionnement pour lui donner un moteur
de bonne qualité. On a donné la responsabilité à potentiellement une autre entreprise qui fait le moteur, mais on lui fait confiance et elle nous garantit de nous donner de la bonne qualité. Et puis la version qu'on connaît le plus, qu'on fait en projet en cours, qu'on fait dans les entreprises, et toutes les entreprises fonctionnent avec des équipes, peu importe comment elles sont organisées. On travaille avec des humains, les humains sont imprévisibles par nature, on peut faire ce qu'on veut, y compris n'importe quoi, y compris les bonnes choses. Et pourtant, on fait confiance et on va apprendre à travailler avec tous les autres. Et donc, on va voir ce même système avec les LLM arriver. Et donc, on arrive sur ce parallèle entre les humains et les LLM. Pour les outils, j'ai utilisé le terme des GPT wrappers parce que c'est juste, on entoure le LLM et on met un petit truc au-dessus. Donc, c'est si vous faites un compte-rendu de réunion avec un LLM, si vous décidez de résumer un document, c'est très simple, si vous êtes toujours aux commandes, c'est vous qui mettez le prompt, qui mettez la data, qui mettez les documents. La version un petit peu au-dessus, quand vous commencez à construire des systèmes complexes, c'est le LLM chaining. Vous allez décider d'enchaîner des LLM, donc il faut faire en sorte qu'ils sortent de la donnée plus ou moins structurée selon vos besoins pour ce que vous allez faire. Et au milieu, vous pouvez décider d'aller accéder à vos données, de leur faire du traitement, d'utiliser une calculatrice au milieu parce que vous voulez faire un calcul. Mais c'est très prévisible. Le flux de données va dans un seul sens. Du début à la fin, on sait à peu près ce qui se passe et on peut plus ou moins essayer de tester unitairement. C'est un peu galère, c'est ce qu'on fait au boulot. On est entre le LLM chaining et les agents. Tester des LLM, c'est un enfer. Je ne sais pas si certains d'entre vous commencent à tester ou l'ont fait. Si certains savent, ont beaucoup d'expérience, je suis curieux de discuter avec vous. Et la version au-dessus, donc nos équipes, c'est les systèmes multi-agents. Ça a fait le buzz récemment, un gros buzz, où tout le monde dit c'est super, on va mettre des agents, ils vont travailler tout seuls, ça travaille 24 heures sur 24, ça mange pas, c'est facile. Et puis après on essaie de les contrôler et de faire en sorte qu'ils fassent bien nos tâches, et là ça devient un peu un enfer. Il y a de belles prévisions sur ce qu'on va pouvoir faire, parce qu'on arrive petit à petit à les contrôler, et c'est un peu le sujet de cette presse, essayer de leur mettre des limites pour pouvoir les utiliser. En tout cas voilà, c'est 3 façons de les séparer, avec des niveaux de responsabilité qu'on donne plus ou moins grandes selon le cas. Comment choisir? Ça dépend de ce que vous allez en faire. Je ne peux pas vous dire précisément. Si vous voulez faire un résumé de document, le multi-agent sert peut-être à rien. Si vous voulez analyser une code base et suggérer des améliorations pour les performances, système multi-agent, ça peut servir. Donc c'est ça, c'est la slide d'après, c'est comment est-ce qu'on met le curseur entre ces 3 solutions. Et globalement, on a quand même cette règle de un job, une responsabilité, plus de contrôle. Que ce soit le cas du compte-rendu de réunion ou même le cas d'une voiture, on demande à une usine tierce de nous faire un moteur. Son seul job, c'est de faire le moteur, de nous donner un moteur qui fonctionne, et notre contrat, c'est on veut un moteur qui fonctionne à la fin. Je vais poser une question que les gens n'aiment pas, la question qui fâche. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'IA générative, et même d'IA au plus large? C'est cool, ça sert à faire des choses. On n'en a pas forcément besoin. Si vous voulez faire des maths avec une calculatrice, ça fonctionne très bien. Peut-être pas besoin de l'utiliser à la place d'une recherche Google ou n'importe quoi. Il y a plein de solutions qui n'en ont pas besoin. Si vous voulez faire de la prédiction sur des séries temporelles, il y a des modèles d'IA qui font ça très bien, pas besoin de mettre un LLM au milieu. Et si on arrive à répondre oui à cette première question, on peut passer à la suite et comprendre que l'LLM, c'est juste des nouveaux outils. Ils savent d'une part lire, regarder et écrire, plus ou moins bien selon les cas. En tout cas, ils savent le faire. Et là, je vous ai mis des guillemets sur le comprendre et réfléchir, parce que c'est des notions très humaines, la compréhension et la réflexion, et je ne veux pas rentrer dans un débat philosophique ou scientifique ou n'importe quoi sur ce sujet. En tout cas, ils arrivent à partir d'une entrée, faire une forme de réflexion qui donne un résultat différent et qui souvent est cohérent avec ce qu'on a mis dedans. Donc c'est super intéressant pour faire du traitement. En revanche, un outil, il faut bien l'utiliser. C'est comme le marteau, vous pouvez en faire ce que vous voulez, l'utiliser comme vous voulez. J'espère que vous n'utilisez pas votre marteau comme ça. Si oui, pourquoi? C'est pareil avec les LLM, et régulièrement, on voit des gens qui font des choses assez absurdes avec les LLM. Et le plus simple, c'est vraiment l'exemple de la calculatrice, lui demander ok, voici un rapport, il y a plein de nombres dedans financiers, fais-moi des additions, des multiplications, je veux un compte rendu à la fin. Ça ne marche pas. Et pourtant, c'est un cas d'usage qu'on a envie de faire parce que c'est censé comprendre. Un LLM, ça va être une partie de la solution et pas la solution, parce que on peut le voir comme une fonction. Et même si on a des LLM, on a toute notre donnée. Donc c'était le sujet de la conférence avant. Comment est-ce qu'on met des données dedans?
On a toutes nos interfaces graphiques, on a tous nos serveurs, on a nos utilisateurs, on a plein de choses autour du LLM. Donc comment est-ce qu'on intègre tout ça? Et j'ai séparé en 5 briques. On pourrait potentiellement en mettre plus ou moins. La première, c'est l'infra. Les LLM souvent tournent sur des GPU ou LPU ou TPU selon. Le plus connu, c'est les GPU et Nvidia, qui a une capitalisation boursière en fusée. On en a besoin, il faut le faire, on va voir après. J'ai mis les modèles que j'ai séparés de l'intelligence. Donc les modèles, je parle des modèles d'IA, que je sépare de l'intelligence parce que pour moi, l'intelligence qu'on donne à notre système, c'est ce qu'on en fait. Vous pouvez prendre un modèle et l'utiliser n'importe comment, ça n'en fera pas quelque chose d'intelligent. En revanche, si vous construisez un système et si vous réfléchissez et faites de l'ingénierie pour l'utiliser, c'est là que vous avez l'intelligence et que vous amenez de la valeur après à vos utilisateurs, clients, collaborateurs, etc. On a la donnée, bien sûr. La donnée est partout. La donnée, c'est le nerf de la guerre. La donnée, ça rapporte des sous, donc on va l'intégrer. Et puis, on a tous les sujets transverses, multiples et variés. Au niveau de l'infra. Donc, je vous ai parlé de GPU, et puis il y a des gens qui ne veulent pas savoir. Ils n'en ont rien à faire. Ils veulent juste un modèle, ils veulent de l'IA, et on a le LLM as a service. Donc, je vous ai mis OpenAI, vous connaissez, j'espère tous. Anthropic, peut-être que là, on commence à être plus sur du niche. Et Grok, j'ai peu d'espoir que beaucoup de gens connaissent. Grok, peu connu, mais très prometteur parce qu'ils font de l'inférence hyper rapide. C'est pas une entreprise qui fait de l'IA de base, c'est une entreprise qui fait des semi-conducteurs. Et donc, ils ont eu l'opportunité de du coup faire tourner des modèles d'IA là-dessus. Et ils font un modèle spécifique de carte graphique pour faire tourner des modèles hyper rapidement. Vous allez devoir en entendre parler à un moment donné. Une autre possibilité, c'est que je veux le GPU d'un autre. Pourquoi pas, j'ai pas envie de galérer à gérer mon propre data center avec mon propre GPU, de gérer mon refroidissement et le fait que ma carte peut cramer. Je prends celui d'un autre, il gère tout ça, c'est très bien. Et donc là, on a les cloud providers classiques. J'ai rajouté Orange Business parce qu'ils en font, je mets la petite pub au passage. Mais c'est surtout pour dire que voilà, on va pouvoir l'utiliser, mettre ses modèles dessus, en faire ce qu'on veut, mais c'est le GPU d'un autre. Et puis le dernier cas, c'est je veux mon GPU, et je sais qu'il y en a dans la salle là, qui veulent leur GPU, leur carte, dans le grenier de leur grand-mère, ils veulent que ça tourne correctement. Pourquoi pas? Ça vient avec son jeu de problématiques, mais ça a aussi ses avantages. Donc on a le cloud versus on-premise, débat qui n'est pas que pour l'IA, débat qui est à peu près pour toute l'IT. C'est un sujet qui existe déjà depuis longtemps, mais on le retrouve ici forcément. Et puis on a le est-ce qu'on veut être souverain ou pas de ces données. Problème pour les gouvernements, pour les organismes de santé, pour les organismes politiques, tout ça. Ils ont cet enjeu de garder la propriété de leurs données et de rester souverains. On va pouvoir passer sur la suite, les modèles. Donc encore une fois, je ne vais pas vous donner de réponse explicite sur quel modèle utiliser ou pas, mais vous donner des pistes. La première, c'est est-ce que je veux être open source ou propriétaire? L'open source et le propriétaire, c'est une course depuis des années. Ils se tirent la bourrique. Le propriétaire veut toujours être meilleur que l'open source parce qu'il gagne des sous. L'open source veut toujours battre les propriétaires parce que c'est gratuit. On a encore la course actuellement. L'open source n'arrive pas encore à avoir des modèles aussi gros que le propriétaire. Et pour l'instant, on a encore assez le plus gros et le plus intelligent. Donc c'est intéressant. Mais sur l'open source, on a beaucoup plus de tout petits modèles qui sont quand même très performants, qu'on peut utiliser. Et l'avantage, c'est qu'on peut les utiliser sur nos machines directement. Ça coûte moins cher, c'est pratique. Donc c'est ce débat, est-ce que je veux un gros modèle ou un petit modèle, donc un LLM ou un SLM. Ça dépend de votre cas d'usage, ça dépend de vos contraintes. Si vous voulez faire un POC et tester quelque chose, vous vous branchez sur OpenAI, c'est magique, ça marche super bien. Après, si vous avez un client comme j'ai qui est un peu relou dans le sens où il dit je veux être souverain, je veux que mes données restent chez moi dans mon data center et j'ai pas beaucoup de GPU parce que je suis pauvre. Enfin pauvre, pas riche on va dire. Et là vous avez un challenge où vous ne pouvez pas utiliser du OpenAI ou du Anthropic ou d'autres choses et vous vous retrouvez avec des tout petits modèles que vous devez contrôler différemment, utiliser différemment, mais c'est vos données, ça tourne chez vous, vous en faites ce que vous voulez. Et puis un dernier débat, c'est est-ce que je veux le fine-tuner ou pas? Donc fine-tuner, c'est réentraîner une partie des poids de mon modèle pour lui donner de nouvelles informations. Le cas le plus classique, c'est donner des informations sur mon entreprise, des informations RH, des informations sur des process, sur du commerce.
J'en ai pas spécialement fait pour l'instant parce que j'ai pas eu le cas d'usage. Je sais que c'est compliqué, que ça coûte plus cher, qu'on peut potentiellement endommager les qualités de notre modèle en le faisant. Mais il y a des bons cas d'usage parce qu'après, une fois qu'on l'a fait, plus besoin de faire de RAG, vu que les données sont déjà dans le modèle. On va pouvoir passer sur la brique d'après, l'intelligence. L'intelligence, le premier truc qui va vous venir en tête, c'est le prompt engineering. Il y a 1000 formations sur Internet pour faire du prompt engineering, encore plus de techniques différentes. Globalement, c'est juste comment est-ce qu'on parle à une machine qui, au lieu de prendre des commandes, prend du langage naturel. Le langage naturel, c'est une infinité de possibilités différentes. Donc comment est-ce qu'on fait pour réduire ça et essayer de contrôler un minimum Plein de techniques, il y a des gros enjeux sur les mots qu'on utilise et on s'en rend compte quand on commence à l'utiliser et vouloir que ça soit stable. Je suis tombé sur une expérience où, en changeant un seul mot, la personne avait gagné 50% de fiabilité. Au lieu de dire que l'action c'était next modèle, c'était next agent. On a changé un mot sur tout notre prompt de plusieurs centaines de lignes, et ce seul mot-là a fait que le modèle a mieux compris d'une façon ou d'une autre, et on a gagné en performance. La deuxième option, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est le LLM chaining. On peut les considérer comme des fonctions. Un programme, c'est des fonctions. L'intelligence de votre programme, c'est comment vous les agencez entre elles et ce que vous mettez dedans. Et puis, on a le système multi-agent, où là, c'est plus compliqué. On va donner potentiellement des rôles. Donc, est-ce que je veux une équipe qui est capable de lire mes pull requests et de me dire si elles sont bien ou pas, et de s'il y a potentiellement des bugs dedans en analysant par rapport à mon code existant. Et puis, si je veux aller plus loin, est-ce que je veux qu'elle me propose des fixes quand il y a des bugs? Avoir du multi-agent et plusieurs LLM qui sont capables de parler entre eux, d'interagir et de réfléchir collectivement. Les fans d'intelligence collective, normalement, bondissent à ce moment-là. Il y a une vraie plus-value, mais c'est compliqué. Comment on les contrôle? Comment on s'assure qu'ils ne partent pas en cacahuète? Comment on les fait communiquer entre eux? On n'a pas du HTTP comme pour Internet. Là, c'est langage naturel, mais on peut aussi le structurer différemment. Donc, un grand terrain de jeu, mais avec pas mal de fossés au milieu. Je vous conseille de l'explorer, il y a des vraies choses intéressantes à faire. On va continuer sur le fameux nerf de la guerre, les données. Les données, on peut les récupérer d'à peu près partout. Et donc je vais vous mettre le RAG, donc le Retrieval Augmented Generation. On en a beaucoup parlé avant, donc je ne vais pas refaire toute une présentation, mais voilà, c'est quand je fais du RAG, je prends des données en extérieur de mon LLM, je lui donne dans son contexte, il peut l'utiliser. Le RAG, dans sa définition pure, c'est récupérer des données de n'importe où. Que je les récupère dans une base de données vectorielle, que je les récupère d'une API, que je les récupère d'Internet, que je demande à mon utilisateur de rajouter des détails dedans, c'est du RAG. Donc le premier, les API, très utile pour les chaînes et les multi-agents, parce qu'on va pouvoir récupérer de la donnée en temps réel, on va pouvoir récupérer notre donnée qui est déjà structurée, donc ça nous arrange bien pour lui donner des infos. On a aussi les bases de données. Je vous mets les documents après directement. Donc les bases de données, dans ce que j'entends ici, c'est les bases de données structurées, on va dire SQL. Vous pouvez faire des agents et des LLM auxquels vous expliquez comment faire du SQL. Et il va aller chercher dans votre base de données les infos dont vous avez besoin. Et vu que dans SQL, on a des choses comme les sommes et les filtres et tout ça, on peut faire du traitement de données assez intéressant. Les plus courageux, vous pouvez donner un accès en écriture à votre base de données à un LLM. Libre à vous que votre base de données soit effacée avec un mauvais prompt, qui plus est si c'est en production ou si vous subissez une attaque, parce que c'est tout à fait possible. Les documents, donc on a plein de documents. On a vu sur les films, les documents, c'est dans plein de formats différents, et même s'il y a un format, c'est pas forcément le bon format, et on a Potter, Pi et Harry Potter. C'est galère. Les solutions que proposait Google permettent un peu de résoudre ça et d'utiliser du non structuré. Et puis à la fin, on a Internet. Internet, c'est vaste. Internet, il y a plein de trucs dedans. Internet, c'est encore moins structuré. Et on a une qualité des données variable selon la source. Je ne mentionnerai pas de source spécifique, vous avez tous une idée en tête. Mais c'est possible, on peut leur donner. C'est pratique pour avoir accès à de l'actualité. Même si on veut faire un chatbot sur son propre site internet, ou si Decathlon veut en faire un, une option, c'est de juste scraper leur propre site internet et lui donner des infos, au lieu de passer par leurs API. Beaucoup d'options, encore une fois, ça dépend. Où est-ce qu'est votre donnée? De quoi vous avez besoin? Est-ce que vous avez besoin de temps réel, de pas temps réel? Est-ce qu'elle est structurée, non structurée?
Est-ce qu'elle n'est pas à vous ou à vous? Internet, c'est pratique pour récupérer des données qui ne sont pas à vous. Je ne le conseille pas spécialement, mais il y a pas mal de cas d'usage où si on veut récupérer de l'actu, l'actu, elle est sur Internet et il faut bien trouver un moyen d'y aller. Et on arrive sur la partie transverse. C'est un peu la boîte où il y a plein de choses. J'en ai probablement oublié d'ailleurs. La première, c'est la sécurité. Les LLM, on peut se dire, bon, c'est juste un chatbot, c'est gentil, c'est cool, j'ai des infos, mais il y a des vraies attaques où on peut lui faire dire n'importe quoi. Quand on donne des droits en écriture derrière, on peut faire des attaques où on va écrire dans les bases de données de l'entreprise. Et puis on a des attaques un petit peu politiques, on va dire. Donc si vous avez une entité avec un joli logo qui fait un chatbot, et puis vous arrivez à faire une attaque où vous expliquez au chatbot qu'il faut vous insulter à chaque message, il vous insulte à chaque message, vous faites un petit screenshot, vous mettez sur Twitter, LinkedIn, etc. Niveau bad buzz, on n'est pas trop mal. Et c'est un vrai risque parce que à qui la responsabilité de si une entité reconnue et auquel on fait confiance se met à insulter ses utilisateurs, même si en théorie c'est pas leur faute. On a aussi le sujet de la gouvernance des données, très vaste, pas forcément lié à l'IA, enfin même pas du tout lié à l'IA. Il y en a partout des données et c'est un gros sujet pour les entreprises. J'ai mis plusieurs ops. J'ai pas mis Triceratops, mais on a quand même le DevOps, MLOps et LLMOps. Donc DevOps pour le Dev, MLOps Machine Learning, LLMOps Large Language Model Ops. Parce que même si on rajoute des LLM dans nos systèmes, on a toujours des systèmes, on a du code, on a toujours des systèmes, on a des pipelines pour mettre ce code en production, on a potentiellement de l'entraînement des données, des modèles, donc du MLOps. Je ne peux pas ne pas mettre les trois, à part si on considère que les uns incluent les autres, mais on a vraiment des focus différents selon là où on regarde et la documentation qui existe. Et c'est hyper important parce qu'une fois qu'on va en production, on veut s'assurer que notre produit fonctionne. L'impact business et le ROI. Il n'y a pas vraiment de réponse pour l'instant. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer si le super chatbot qu'on a mis sur notre site web, il nous fait gagner de l'argent, ou du moins il nous en fait moins perdre? On commence à avoir des premières mesures quand on aide par exemple les employés dans les call centers avec de l'IA pour qu'ils aient des informations plus rapidement, pour qu'ils aient des suggestions de réponses. On les aide, c'est super. Est-ce qu'on gagne de l'argent? Difficile à dire. Si on donne GitHub Copilot, donc un assistant d'écriture de code, à tous nos employés de notre boîte, que tous les employés gagnent 1 heure par jour, c'est pas garanti que ces employés bossent non plus 1 heure de plus par jour et fassent pas 1 heure de café en plus par jour. On peut pas savoir. Donc on leur fait gagner du temps, pas sûr qu'ils nous fassent gagner plus d'argent. Et puis on a l'éthique et la responsabilité. Grand sujet, il y a plein de chercheurs qui s'attellent là-dessus, mais à qui la responsabilité? Donc on l'a vu tout à l'heure quand le chatbot nous insulte. Comment est-ce qu'on traite les données? Est-ce qu'on a le droit ou pas? Est-ce qu'on a des biais ou pas? C'est très difficile à mesurer, c'est un chemin très dangereux et semé d'embûches, donc beaucoup étudié. Et sur la responsabilité, il y a une anecdote qui est un peu... alors c'est tragique, je suis désolé, mais donc il y a eu une entreprise qui fait des personnages qui se font passer pour des personnages fictionnels. Donc il y a un jeune qui a décidé de faire un personnage de Game of Thrones, qui s'est lié d'amitié avec ce personnage, qui est un LLM, qui se faisait passer pour elle, qui s'est lié d'amour avec ce personnage, puis qui au fil de discussions avec ce personnage et de cloisonnement a fini par se donner la mort. La famille a porté plainte contre l'entreprise. On ne sait pas encore qui va gagner de l'entreprise ou la famille, parce que à qui la responsabilité de savoir ou pas si c'est l'entreprise qui n'a pas mis assez de barrières, si c'est le jeune qui aurait dû mieux savoir utiliser, en sachant qu'il y avait un disclaimer disant « ceci est une IA, ce n'est pas réel, blablabla ». Bla bla bla. C'est un vrai problème de responsabilité, on n'a pas de réponse pour l'instant. On a à peu près toutes les briques de notre solution, donc je pense que le à retenir visuel, il tient à peu près sur tout ça. Si vous arrivez, quand vous commencez un projet, à aller sur tous ces sujets, à réfléchir vraiment de quoi est-ce que j'ai besoin ou pas, qu'est-ce que je veux faire ou pas avec mes données, mon infra, mon modèle, l'intelligence que je mets dedans. Et puis pour aller plus loin, donc j'ai piqué une slide faite par Ali Arsanjani. C'est pas de moi, il a mis un QR code si vous voulez aller voir tout l'article qu'il a mis. C'est plus poussé, c'est plus technique.
Ça inclut plus de détails, mais en 25 minutes, pas trop le temps d'aller dans tout ça. Je vois plus de téléphone en train de prendre des photos, je pense qu'à quelques-uns. Je vais vous laisser le temps de prendre... Allez, 3, 2, 1. Au pire, je vous remontrerai tout à l'heure. Dans tout ça, j'ai quasiment pas mentionné les utilisateurs. À la fin, c'est eux qui utilisent notre système. À la fin, c'est eux qui sont satisfaits ou pas du tout de notre système. Quand on a une interface web et qu'on se dit, bon, bah, j'ai à peu près les bonnes informations au bon endroit, c'est à peu près joli, c'est à peu près utilisable, c'est bon. Et puis le LLM, vous vous retrouvez avec le problème où votre client il dit, bah, il n'y a pas le feeling, c'est pas bon. Le chatbot, quand je discute avec lui, je suis pas à l'aise, il répond pas correctement, il fait pas tout à fait ce que je veux et il comprend pas tout à fait l'implicite que je lui donne. Donc encore plus que jamais, l'expérience utilisateur qu'on va avoir sur l'LLM va être importante, elle va être encore plus dure à mesurer que sur les systèmes qu'on avait avant. Et il y a tout un domaine de l'expérience utilisateur spécifique pour les IA qui est en train de voir le jour de comment est-ce qu'on veut parler avec elle, est-ce qu'on veut juste faire du chat, est-ce qu'on veut des boutons, est-ce qu'on veut de la voix, et ça dépend des cas d'usage, et ça dépend des profils des personnes, de leur âge, de leur culture, de leur métier. C'est la galère. Mais c'est eux qui vont nous rapporter de l'argent, donc c'est eux qu'il faut convaincre d'utiliser notre produit. Et donc le que devez-vous retenir en une phrase, c'est l'alignement entre plusieurs aspects. Donc les utilisateurs, je viens de vous en parler, c'est la fondation de tout votre produit, parce qu'un produit sans utilisateur, bah, ça ne sert pas à grand chose. On a la complexité du problème. Selon ce que vous voulez faire, vous allez avoir des choix différents à faire dans toutes les questions qu'on a vues avant. Donc ça va beaucoup vous aiguiller. Les données dont vous avez besoin, est-ce qu'elles sont à vous, pas à vous, sur vos serveurs privés, dans temps réel, pas temps réel, etc. L'intelligence de votre système, à quel point vous êtes capable de donner des responsabilités au LLM ou non pour qu'il fasse correctement les choses. Et puis votre infra, parce que l'infra, c'est ce qui coûte le plus cher. Vous voulez du GPU, super, ça coûte une blinde. Donc quand vous avez 10 utilisateurs, c'est top, ça coûte 1 € par jour. Et puis vous faites le buzz sur Twitter et vous avez 1000 utilisateurs d'un coup, et votre compte en banque est vidé. Donc c'est un gros aspect dès qu'on essaie de scale et d'aller plus loin dans notre système. Et je vous remercie de m'avoir écouté.